Bon, mais bonne soirée, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir ceux qui sont par Zoom et bonsoir ceux qui suivront par différé plus tard sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va essayer de joindre plusieurs bouts qu'on a laissé un peu comme ça, en présentant la théorie de la situation, on a laissé un peu dans l'air, non? Et alors, je vais commencer par une lettre que nous a écrit le fameux Eduardo Alpaca. Alors, c'est par rapport à un article, ce que c'est un article c'est pas un article, c'est une interview à Heidegger, que c'est le dernier interview non, c'est pas le dernier interview, c'est une interview qu'Heidegger a donné à Die Spiegel et qu'il a demandé qu'elle soit publiée post-mortem, non? Il était donc publié effectivement après sa mort, c'est pour ça, c'était pas le dernier, mais c'était le dernier apparu. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez cette interview, c'est l'interview dans laquelle le journaliste, il les pousse par rapport à la technologie, par rapport à la démocratie, etc., etc. Et là, Heidegger lance sa phrase qui est dorénavant, seulement un Dieu pourra nous sauver. C'est-à-dire qu'il dit, étant donné l'état actuel des choses, étant donné la destruction massive par la technologie, alors lui, quand il parle de technologie, il parle effectivement de la technique, la technologie, mais il a en tête aussi la bombe, bien entendu, non? Et apparemment, malheureusement, Martin, il avait du mal à avoir en tête Auschwitz. Ça, apparemment, euh, il avait du mal à tenir en compte Auschwitz. Mais bon, effectivement, hein, si on parle des technologies, effectivement, les génocides technologiques d'Auschwitz, penser rationnellement, etc. Et alors, donc, il va dire, dorénavant, seulement un Dieu peut nous sauver. Alors, nous, comment on peut prendre cette phrase et pourquoi on la reprend, non? Parce que tel ce qu'il a voulu dire Heidegger, bon, on peut imaginer, on peut voir, mais ce n'est pas une analyse des textes d'Heidegger. Mais comment nous pouvons la prendre? Eh bien, nous disons, là où Heidegger a tout à fait raison, et c'est un vrai défi, c'est que l'homme, c'est ce qu'il est en train de dire, l'homme ne pourra pas nous sauver. L'homme ne pourra pas nous sauver. C'est-à-dire que l'homme est resté absolument piégé dans ce qu'il dit n'est pas être un outil, mais un monde, le monde de la technologie, hein, c'est-à-dire c'est la position radicale d'Heidegger quand il va dire la technologie, c'est pas un outil sous la main, c'est pas au service de l'homme. La technologie a déterminé un nouveau monde, une nouvelle maison dans laquelle le vivant a du mal, hein. Bon, le vivant, c'était pas non plus tout à fait sa préoccupation, mais nous, on la reprend dans le sens de, effectivement, la technologie, et surtout maintenant, hein, c'est-à-dire, effectivement, quand il meurt en 76, Heidegger, il a pu voir un tout petit peu déjà les avancées de la cybernétique, il pouvait voir, mais il ne pouvait pas imaginer le saut qu'on a fait dans les dernières 30 ans, dans lequel le monde, la nouvelle maison dans laquelle nous vivons, est la maison de la technologie, dans laquelle les vivants, il a du mal, les vivants, la culture a du mal à voir comment on fait, hein. C'est-à-dire, on voit bien que même c'est quelque chose de très inquiétant, vous voyez, c'est-à-dire justement l'autre jour, dans un truc pour l'Argentine, je donnais cet exemple, je pense que je vais parler ici aussi, si nous pouvons imaginer, par exemple, que Pinochet aurait vaincu, non, parce que bon, il a pris longtemps, mais bon, il est tombé, la démocratie est revenue, ou que Videla aurait vaincu. Le monde de Pinochet, le monde de Videla, c'est un monde horrible, on peut dire. C'est pas un monde dans lequel on dit patriarcal, colonial, réactionnaire, mais c'est un monde. C'est un monde. En tant que la question qu'on se pose, est-ce que le monde de la technologie peut faire monde? Est-ce que la technologie peut garantir un passage dans lequel la culture, les vivants, enfin, l'existant, puissent continuer à se développer?
Vous savez, dans tout grand changement, que ce soit des changements sociaux ou des changements même personnels, la question c'est, après ces changements, est-ce que je continuerai à être le même? Non? C'est la question, vous savez, c'est-à-dire que les changements, dans les changements, les gens sont absolument fascinés par la nouveauté. Or, dans les changements, une chose très importante, c'est ce qui perdure, ce qui va rester. C'est-à-dire ce qui assure, pour dire comme ça, la mémété, le fait d'être le même. N'est-ce pas? Euh, Or, vous savez que d'un point de vue organique, un organisme vivant garde ses caractères de mémété en perdant en permanence tout. Non? C'est-à-dire, c'est même la question toute bête, mais qui est tout à fait vraie. Comment ça se fait que je me reconnais à la glace d'un jour à l'autre ou d'une année à l'autre? Comment ça se fait que c'est quoi cette mémété? Non, le mémété, c'est un néologisme barbare qu'on a inventé avec Bastien. Mais dans quoi cette mémété apparaît? Où apparaît? Ben, elle n'apparaît pas dans le phénotype, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au contraire, le phénotype change en permanence. Il n'apparaît pas non plus dans les génotypes. Mais c'est une pure dynamique, non? Une pure dynamique qui garantit qu'après ces changements, qui sont un changement brutal ou les permanents changements organiques, vous savez, les fameux exemples, mais quand même, ça vaut la peine de se le rappeler, qu'un nouveau-né, en un mois de vie, il a perdu presque 100% des molécules qui les constituaient. Hein, c'est-à-dire que, voilà, et ça reste le même. C'est le même. Non? Et c'est le contraire, effectivement, d'un artefact. Si tu changes les pièces de ta voiture, de ta bécane, je ne sais rien, au bout d'un moment de changement des pièces, eh ben, ce n'est plus le même. Non? Alors, donc, la question dans les changements, c'est la question de mais qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui reste? Et alors, quand Heidegger dit dorénavant seulement un Dieu pourra nous sauver, effectivement, ce qu'il va dire, c'est ces changements-là qu'on est en train de vivre, seulement un miracle, non? Seulement une intervention, je sais pas, supérieure, etc., auquel il ne croit pas, hein, pourra nous sauver. Et nous, la question qu'on se pose, c'est dans la maison de la technologie, dans la nouvelle maison, non? Est-ce que, contrairement à ce que je disais, bon, le monde imaginé par Videla, par Pinochet, c'est un monde horrible, mais c'est un monde. Non? Est-ce que la technologie peut créer un monde? Et ça, c'est une question. C'est une vraie question, une question merdique, parce que c'est une question horrible, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que c'est viable? N'est-ce pas? Est-ce que c'est viable? Est-ce que la brutalité, la soudaineté, la rapidité, comme ça, et la massivité des changements dans l'hybridation permanente du vivant, du monde, de la nature en général, avec la technologie et les conséquences de la technologie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la technologie, mais la technologie ne s'arrête pas à la bécane. La technologie aussi, c'est tous les changements que ça provoque. C'était comme à partir de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, l'Anthropocène et aujourd'hui les post-Anthropocènes, n'est-ce pas? Et alors, c'est pas évident. C'est pas évident de dire ces changements-là, ces changements radicaux, ça sera un grand changement, mais quand même, effectivement, ben voilà, c'est-à-dire, il y a quelque chose de la même été qui sera préservé. Bon, ce qui est en cause, c'est ça. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent les génies de la Silicon Valley, ou Elon Musk, au Zuckerberg, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, qui sont quand même tout sauf idiots, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, ce qu'ils disent, c'est quand même, il faut le lire, il faut voir qu'est-ce qu'ils disent, parce que c'est incroyable. Les gens qui pensent que le Dieu qui va nous sauver, c'est la technologie, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent qu'il y a deux voies de ce que nous on appellerait le transhumanisme. Ils se disputent entre eux en disant, il y a deux voies. Il y a ceux qui disent,
on va changer la base même matérielle, le support même matériel, hein, de la vie. Et on va construire, on va transformer quelque chose qu'il continue à appeler la vie, mais bon, ça, d'un point de vue biologique, c'est un tout petit peu mystérieux. On va transporter le phénomène de vivant sur d'autres bases matérielles. Par rapport à ça, vous savez que de la plante, l'algue, la souris, une amibe, nous, les éléphants, tous les vivants, tous les vivants ont une base commune qui sont les quatre bases qui forment la chaîne d'ADN et 21 acides aminés. Non? Quatre bases, hein? Guanine, guanine, docteur, guanine, guanine, mais voilà. Ce sont les quatre bases, je ne sais pas les quatre, c'est les quatre bases qui forment, vous savez, la combinaison de la double chaîne, de la double hélice, n'est-ce pas? Quatre bases qui s'articulent, et les aminoacides qui se forment à travers l'articulation de ces bases. Voilà. Alors, vous imaginez, c'est-à-dire la vie. Effectivement, il y a toute la question de la singularité, qu'est-ce qu'est le vivant, tout ça. Mais il y a quelque chose de base de la vie, c'est que toute la vie sur la planète, toute la vie part absolument de cette base minimum, ce socle minimum, qui après se développe, change, fait un tas de, produit un tas de formes, mais toujours quatre bases et 21 acides aminés. Bon. Alors, les premiers, ils disent, ça, on va les laisser de côté. Ça, on va les laisser de côté. Alors, si on laisse ça de côté, parce que pour moi, jusqu'au point de ma réflexion, si on laisse ça de côté, on laisse la vie de côté. Alors, eux, ils inventent une autre chose, une autre définition de la vie, que c'est fondée sur la théorie de l'information, donc, et donc on pourrait passer l'information qui est structurée autour de, cette base, disons, biologique, dans l'ADN, etc., et même épigénétique, on va les passer vers une autre base matérielle. Les autres transhumanistes disent non, non, non. Ce qu'il faut, c'est accélérer la voie déjà prise, qui est la base des cyborgs. Et bien sûr, ils ont raison. On est tous plus ou moins à des niveaux différents déjà des cyborgs. Parce que, vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être implanté une machine, hein, c'est-à-dire qu'il y a une prothèse. Non? Vous savez, les fameuses prothèses des cyborgs, etc. Vous savez, dans les films de science-fiction, souvent on voit qu'il y a un bonhomme avec une partie un peu métallique, je ne sais pas quoi, et des tuyaux comme ça transparents dans lesquels il passe des liquides verts, fluo et bleus. La vérité, c'est que nous sommes tous comme ça, sans ces côtés phénotypiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le rapport de promiscuité simplement avec les machines cybernétiques, digitales, etc., sont déjà des prothèses qui physiologiquement sont actives et n'ont aucun besoin qu'anatomiquement soient implantées. Vous comprenez? Et là, on est là. Alors, bon, l'idée, c'est pour revenir à ces dieux qu'ils invoquent, qui va nous sauver. Eh bien, vous imaginez que quand nous pensons que ceux qui sont les technophiles qui sont en train de développer à une vitesse grand V la maison technologique, quand nous pensons qu'est-ce que est leur point de vue sur les désastres écologiques, économiques, démographiques, c'est-à-dire quel est le monde qu'ils veulent, vous voyez, comme je comparais le monde de Videla, de Pinochet. Eh bien, je crois que c'est très douteux que le monde qu'il imagine soit possible. C'est-à-dire, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très probable que, contrairement à un monde fasciste, nazi, j'en sais rien, bah, l'idée qu'on a dans la tête de par où continue le film, eh bien, tout bêtement, ne soit pas viable. Dans tous les cas, je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est une possibilité.
Alors, quand tu dis, voilà, nous on dit, les puissants, les grands de ces mondes, ils sont déjà quelque chose qui remplace l'anthropocène, l'anthropocentrisme, l'époque de l'homme. C'est voilà, c'est cette technologie, ce pur fonctionnement qu'ils pensent qui va se dérouler comme ça et que bon voilà. Et alors, d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, on dit, bon, mais l'homme ne pourra pas nous sauver. Si l'homme, c'est pas les individus, les êtres humains, l'espèce humaine, si l'homme est un dispositif, ben nous, on dit, ben oui, il a raison, Heidegger. C'est-à-dire, c'est certainement pas l'homme qui va nous sortir de ça, parce que le dispositif homme bah, est un dispositif absolument épuisé, historiquement fini, aujourd'hui en pleine déconstruction, et que ce qui reste de l'élan de l'homme, de l'anthropocène, eh bien, est passé aujourd'hui vers les hyper-anthropocènes, dans le sens auquel, cette fois-ci, oui, on va dominer. C'est comme une sorte de rêve cauchemar cartésien, parce que là, oui, on va être maître et possesseur de la nature, mais pour de bon. C'est-à-dire, finalement, en sauvant les différences, je ne sais pas, morales, éthiques, intellectuelles entre Descartes et Elon Musk, on peut dire que l'autre est en train de réaliser les rêves cartésiens. C'est-à-dire là, pour de bon, on va être un maître et possesseur de la nature. Alors, si nous disons que l'homme, comme ça on avait développé la dernière fois, si on dit bah, l'homme est un dispositif matériel, un dispositif, un mode de production, un rapport avec soi, un rapport avec le monde. Et dans les dispositifs hommes, à l'instar des autres ontologies, comme dirait Descola, euh, l'espèce humaine occupe certains postes, certains lieux, vous voyez, certaines articulations. Mais dans les dispositifs, vous voyez, c'est-à-dire que personne n'aurait idée de dire, étudier l'animisme, par exemple, en cherchant un anthropocentrisme quelconque. C'est clair que dans l'animisme, tout bat contre une vision anthropocentrique, c'est-à-dire les humains, comme dans le totémisme, l'analogisme, l'espèce humaine, les humains qui sont dans ces dispositifs-là matériels, je ne parle pas du récit animiste, je parle de ces modes de production qui ont un récit animiste, mais qui sont des modes de production concrets. Dans ces modes de production et dans ces récits-là, on chercherait en vain un anthropocentrisme quelconque, c'est-à-dire l'espèce humaine. Pas seulement elle est intriquée, mélangée, tissée avec un ensemble, mais en plus même, il n'y a pas d'unité de l'espèce humaine dans ces ontologies-là. Il n'y a pas une unité de l'espèce humaine. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le totémisme, ce qui va faire l'unité, ce qui fait l'unité, ce sera le totem auquel tu appartiens, n'est-ce pas? Mais que tu partages avec les condors, avec la girafe, avec les fleuves, n'est-ce pas? Et donc, même l'idée d'une espèce humaine unie, c'est quelque chose qu'on doit un peu se secouer un tout petit peu comme ça pour pouvoir comprendre que, d'une part, ça n'a jamais été, et pour cause, non, dans les autres ontologies, l'être humain, une unité, une espèce, un sujet, mais que même, et c'est ça qui est un peu plus difficile, un peu plus contre-intuitif, même dans ce que Foucault appelle l'époque de l'homme, la modernité, l'anthropocentrisme, même dans l'anthropocentrisme, c'est l'anthropos de l'anthropocentrisme, c'est pas les êtres humains comme vous et moi, c'est pas les êtres humains, c'est un mode d'autoproduction du monde, c'est le mode de l'ingénieur, c'est le mode des problèmes-solutions, c'est le mode de s'approprier de la nature, mais ces sujets-là qui s'approprient de la nature, ces sujets qui doivent accomplir l'histoire et les progrès, ces sujets-là, c'est pas les êtres humains en tant qu'humanité, c'est le dispositif humaniste, non? À tel point que même dans l'humanisme, ils ont bel et bien besoin de faire une hiérarchie pour diviser l'humanité, le discours étant l'humanité est toute une, mais quand même, il y a ceux qui sont plus proches du dispositif, non?
l'homme blanc, mâle, rationnel, etc. Et ceux qui sont plus loin des dispositifs, que sont les femmes, les Indiens, les Noirs, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Oui. Et alors, la question des dispositifs, nous avons commencé à la traiter en disant un dispositif, un dispositif que soit, voilà, l'humanisme, la totémisme, quel qu'il soit, un dispositif est construit à partir d'un point de vue. À quoi on appelle un point de vue? Un point de vue, la dernière fois on avait parlé de ça, un point de vue on appelle à cette structure matérielle, dynamique, territorialisée, à partir de laquelle existent des sujets, des individus, vous comprenez? C'est-à-dire que si vous connaissez un peu Simondon, c'est-à-dire c'est comme les mécanismes d'individuation. Un dispositif, c'est le mécanisme d'individuation. C'est-à-dire que les individus, les divisions, la taxinomie, les classes, etc., seront donnés par les points de vue matériels. En parlant d'un point de vue matériel, là je ne parle pas d'un point de vue comme dans la peinture, et pas un point de vue, pas une perspective, un point de vue matériel. C'est-à-dire qu'à partir d'une construction territorialisée, située, etc., il y aura une distribution différente pour les hommes, les femmes, les animaux, n'est-ce pas? Et alors, chaque point de vue, alors on peut dire effectivement que par exemple, grosso modo, chacune chacune des ontologies des scolas sont des méga points de vue. Bon, ce sont des points de vue dans lesquels l'humanité va se vivre comme ça, mais la nature et le mode de production, n'est-ce pas? C'est un ensemble. C'est-à-dire que dans un point de vue, par exemple, je ne peux pas séparer le paysan qui travaille, qui cultive en terrasse, non, dans une montagne, je ne peux pas séparer les terrasses, la montagne, les animaux et l'humain. Le point de vue est cet ensemble des modes d'autoproduction du monde dans lesquels il y a aussi un récit qui donne cohérence, qui justifie, qui explique, mais qui fait partie d'une culture, mais ni la culture, ni les sujets qui participent sont eux qui produisent les points de vue. Les points de vue, tels comme on les parle, et là on reprend quand même Spinoza et Leibniz, tous les deux décrivent les points de vue de cette façon aussi, en disant le point de vue ne dépend pas du sujet. Les sujets, au pluriel, les sujets dépendent du point de vue. C'est-à-dire qu'un point de vue, voilà. L'autre jour, on parlait de ça quand on parlait de l'éducation. On disait tout à coup, dans la modernité, dans les modes de autoproduction du monde de la modernité, ces points de vue-là, de la modernité, il a besoin des individus plus ou moins autonomes, l'individu illustré. C'est-à-dire que l'éducation ira dans l'essence de l'homme illustré, l'homme qui se vit comme autonome, l'homme qui se vit comme libre penseur, etc., etc. Non? Alors, un point de vue va produire ses propres enfants, ses propres jeunes, c'est compréhensible, c'est-à-dire va à produire par rapport à cette matérialité dynamique, va à construire les hommes, les femmes, les chiens, les vaches, la taxinomie générale qui les correspond et aussi les récits qui les correspondent. Non? Alors, dans chaque point de vue, ce qu'il va voir, c'est aussi, on va déterminer les sujets. Non, les sujets. Qui sont sujets? Les sujets, ça fait partie, donc pas des points de vue. Le sujet est produit par le point de vue. Et c'est qui le sujet? Qui va apparaître comme sujet? Ben, les sujets, dans toute société, dans toute culture, est celui qui apparaît comme étant causa sui, cause de soi, causa sui. C'est quoi être causa sui? Causa sui, ça signifie que l'entité, pour ne pas dire la personne, parce que ce n'est pas toujours une personne, c'est-à-dire que l'entité qui est déterminée comme causa sui est l'identité qui va apparaître comme libre, n'est-ce pas? Comme celle qui, à un moment donné, échappe
des surdéterminations matérielles, quelle qu'elle soit. Non? Être causa sui signifie être le sujet libre. Mais à la fois, le sujet, il est construit. C'est-à-dire que les causa sui, nous, on les mettrait plutôt du côté des récits. Mais des récits qui, à la fois, sont... Tu peux l'écrire, le mot la causa sui, je ne connais pas ce mot. Oui, c'est en latin, oui. D'ailleurs, je continue en latin. À partir de 9h02, je continue. C'est-à-dire cause de soi. Cause de soi. Et toi, tu es la cause. Alors, dans la modernité, par exemple, effectivement, être causa sui, il fallait quand même que l'individu humain, l'individu, la personne humaine, soit causa sui. Non? Et alors, on va dire, voilà, par exemple, ça on le voit de tous les côtés, même d'un point de vue juridique, c'est-à-dire, et causa sui, c'est lui qui est imputable. Oui. Dans d'autres ontologies, dans d'autres cultures, pour dire comme ça, enfin, c'est très drôle de voir la différence des causa sui. Par exemple, quand dans la Chine impériale, on juge et on condamne une montagne, non? Ah, on est en plein animisme, vous comprenez? Et donc, causa sui, bah, je suis sûr que l'esclave qui travaillait la terre n'était pas causa sui, dans le même contexte, vous comprenez? Et la montagne est causa sui. Vous savez qu'en Europe, il y a quelques siècles, c'est-à-dire, on jugeait les loups. Hein? On jugeait les loups et on les condamnait, etc. Et même on mettait un loup crucifié à la porte, à l'entrée des villages pour montrer au loup que, attention, hein, c'est-à-dire que s'il faisait des conneries, il arrivait ça. Donc, les causa sui, c'est effectivement cette idée quand même de ce qui échappe aux déterminations. Et alors, au fait, il y a deux figures classiques dans la modernité de l'individu causa sui. Alors, vous savez, bien entendu, ne sont pas tous arrivent à être causa sui, hein, c'est-à-dire les Indiens, les Noirs, les femmes, ne sont pas causa sui et ils ne sont pas complets. Mais les deux exemples concrets sont d'abord Bourridan, le nominaliste Bourridan, avec les fameux ânes de Bourridan. Hein. Vous savez, il y a une meule de foin et de l'eau, et au milieu, il y a l'âne non, équidistant. Et l'âne qui va arriver, il va mourir de faim. Pourquoi? Parce que comme lui, il est déterminé, vous voyez, le mécanisme est très intelligent, c'est-à-dire il va mettre une équidistance. Donc, deux déterminations égales. Non? Et alors, il dit, comme la bête, elle est surdéterminée par deux forces équidistantes et opposées, elle va mourir. Pourquoi? Parce que la bête n'est pas causa sui, c'est-à-dire que la bête ne peut pas décider. Vous comprenez? Et les mécanismes de Bourridan, qui est très connu et assez peu analysé, il est génial parce que vous savez que quand on veut faire de la recherche en biologie, etc., on cherche toujours des mécanismes comme ça dans lesquels certains dispositifs nous permettent d'éliminer les vecteurs et les forces en présence. Lui, il dit, mais voilà, si la bête, on la met comme ça, avec deux forces opposées et symétriques, elle va mourir de faim. Par contre, l'être humain, l'homme, un homme, là, un chrétien, comme ça, on le met là au milieu, il est tiraillé par deux forces pareilles, mais il a quelque chose qui va au-delà des déterminations. Vous comprenez? C'est-à-dire que les forces, là, c'est l'image de détermination, de déterminisme, non? Et alors, on va dire, l'homme, il a quelque chose qui est l'âme, qui va lui permettre de choisir de manger la meule de foin ou boire l'eau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, voilà. Et quelques siècles plus tard, arrive Kant, d'une façon beaucoup plus sophistiquée, mais il va faire la même chose. C'est-à-dire, dans la morale kantienne, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, effectivement,
grâce à la réflexion, grâce à la raison. Pourtant, il faut bien tenir compte que Kant est le critique de la raison pure. Kant est celui qui se moque de ceux qui croient à la raison pure. Et pourtant, Kant va dire, grâce à la raison, on peut dresser, réprimer les déterminations. Ouais. La détermination, c'est quoi? La détermination, c'est que tu veux manger, que la voisine te plaît, que tu as soif, que tous les tropismes, non? C'est-à-dire, alors, tous ces déterminismes-là peuvent être aussi vaincus grâce à la raison. À mon avis, c'est les deux grandes figures dans la modernité des causa sui qui vont, vous voyez, c'est la préoccupation de la modernité. Vous comprenez que la modernité, elle naît dans la dispute pour la place du sujet, avec un grand S, contre Dieu. Hein, contre Dieu. Le sujet, c'est l'homme. Alors, il fallait quand même que l'homme soit causa sui. Il fallait que l'homme soit causa sui. Hein. Alors, effectivement, il y a juste comme ça quelque chose que ça va bien quand même au moins de les nommer comme un petit appendice. Il ne faut pas oublier quand même que cet homme, pour celles qui veulent approfondir un tout petit peu ces sujets, parce que c'est un sujet très intéressant, vous savez, c'est-à-dire, c'est un sujet très intéressant parce que justement avec Bastien, on a beaucoup travaillé la question de comment aujourd'hui il y a une multiplication des causa sui, une multiplication des sujets. Et vous savez bien quand même que les technophiles parlent de la machine comme justement, ils disent, ah, la machine, elle est causa sui, vous voyez? Et il dit, ah, le deep learning, et je sais pas quoi, arrive un moment dans lequel, vous voyez, par exemple, quand il parle, vous savez qu'il y a eu la machine AlphaGo qui a vaincu le coréen au Go. Et après, ils ont fait AlphaZero. Et AlphaZero a vaincu. Mais AlphaZero n'avait comme programmation qu'une seule chose. 3 phrases qui définissent les règles du Go. Les règles du Go sont 3 phrases. Le Go, il était compliqué. Mais les Go, ils ont donné les quelques phrases. Ils ont introduit dans la machine seulement les règles du Go. La machine a joué contre elle des millions et des millions de matchs et il est devenu invincible. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, de ces côtés-là, les transhumanistes jubilent parce qu'ils disent, vous voyez bien comment, vous comprenez la question là du transhumanisme, c'est quand même une question d'une dispute, on peut l'avoir de ces côtés-là, une dispute par rapport à causa sui, non? Il dit, attention, l'homme est tout à fait surdéterminé, d'ailleurs il y a un bouquin que je ne sais pas qui de ces charmants personnages a écrit qui s'appelle L'extension des chimpanzés, dans lequel il explique que dans le monde augmenté, dans l'humain augmenté, il y aura toujours certains qui, parce qu'économiquement, ou par de leur pays d'origine, ou par, je sais pas, leur obscurantisme, ne seront pas augmentés, et que eux seront les chimpanzés qui vont disparaître, et seront la race inférieure qui va disparaître. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il y a un tas de façons de l'analyser. Si on reste à la question de la liberté, la liberté, causa sui la liberté, effectivement, la liberté, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne disent pas ouvertement, mais ils sont en train de dire l'instance, le truc qui peut être libre n'est plus l'humain, vous comprenez? C'est l'humain augmenté, c'est les cyborgs machiniques. Vous voyez? C'est ça qui est en train de se jouer ici. Alors, le petit parenthèse que je disais, c'est parce que dans la modernité, bien qu'il y a besoin de dire l'homme est causa sui, et il faut se libérer, on va voir là maintenant avec Galilée, non? Quand Galilée, il dit, pour connaître, on doit se séparer des sensations. Hein, on doit se séparer des sensations, on doit se séparer du corps. C'est-à-dire que pour connaître, il faut se séparer du corps. C'est-à-dire que Galilée, finalement, il va faire un pas en avant par rapport à cette histoire de mais quel est le sujet de ces causa sui? Eh bien, en tous les cas, ce n'est pas le corps. En tous les cas, c'est certainement pas le corps. Même pour connaître, il faut aller plus loin. Alors, la fameuse parenthèse, je reviens, c'est Hegel. Pourquoi? Parce que Hegel, lui, dans son bouquin La raison dans l'histoire, il y a un
chapitre qui s'appelle La ruse de l'histoire. C'est un chapitre très commenté dans lequel il dit les individus vacants à leur activité, en suivant leur intérêt, ignorent servir un objectif commun, qui est l'essence de l'histoire. Vous comprenez? Alors, là, il y a quelque chose qui est très intéressant parce que, du coup, Hegel va mettre la liberté ailleurs, n'est-ce pas? Il va la mettre dans un sujet collectif, dans des lois de l'histoire. Il y a quelque chose qui n'est plus l'humanité comme des individus causa-sui. Non? Et ça, c'est intéressant, je ne vais pas développer ça maintenant, mais c'est intéressant pour voir que dans la complexité, justement, mais qu'est-ce qui agit? Qu'est-ce qui agit? Euh, c'est lui qui apparaît comme le sujet qui agit et quel est le rapport du sujet qui agit, qui est considéré comme causa sui, et les lois au-dessous, hein, qui expliquent son action. Mais c'est ça la problématique, c'est ça, parce que ces lois-là doivent, vous voyez, c'est comme une sorte de tension. D'un côté, le sujet est causa sui, donc il est libre, mais à la fois il est libre, mais comme dit Hegel, il est en train de se libérer, quoi. C'est-à-dire, il n'est pas libre par libre arbitre. Hein. Dans tous les cas, pour Hegel, dans la ruse de l'histoire, le sujet n'est pas libre par libre arbitre. Hein. Alors, vous voyez bien comment toute la problématique, par exemple, de la liberté, hein, c'est-à-dire pour faire un tout petit peu sur place là-dessus, euh, vous savez très bien que dans d'autres dispositifs ontologiques, ou comme on veut, culture, comme on veut les nommer, la question de la liberté n'est pas du tout centrale. Et même souvent n'apparaît absolument pas. Non? Pourquoi? Parce qu'effectivement, la question c'est qu'il y a des forces qui agissent, vous voyez, pour revenir à notre cher Couche, non? Rodolphe Couche, quand il dit l'Indien, il n'a peur que des dieux. Non, ça veut dire des dieux, les forces de la nature. Non? Et l'homme de la ville, c'est-à-dire l'homme moderne, n'a peur que de l'homme. Vous voyez, parce qu'il n'y a que l'homme comme causa sui. Alors, quand vous êtes dans un dispositif non moderne, avoir peur que des dieux, effectivement, la notion de liberté, telle comme l'Occident l'a produit et l'a mis là au pinacle, que la liberté, n'a pas de sens. Vous comprenez? Parce que la question, c'est pas, ça n'existe même pas une tendance d'un dispositif qui cherche à se libérer de quoi? Et quand il apparaît sous la forme d'Édipe. Pas l'Édipe des psychanalystes, mais l'Édipe vrai, non? C'est-à-dire Édipe qui essaye de tordre la main au destin. C'est-à-dire qu'il essaie de désobéir. C'est-à-dire qu'il apparaît comme désobéissance. Hein? Apparaît comme désobéissance, que ce soit Icare, Édipe, Prométhée, c'est-à-dire ce que nous nommerons comme liberté apparaît comme désobéissance. Par contre, ce qui est le plus proche de la liberté, ça serait, par exemple, tel comme nous on la comprend, ça serait la figure d'Antigone qui obéit aux lois des dieux. Vous voyez, c'est-à-dire entre la loi de la ville, n'est-ce pas, et des crayons, et la loi des dieux, elle obéit à la loi sacrée des dieux. Donc, quelque part, c'est pour ça que, je ne sais pas, un Saint Paul peut écrire je suis enchaîné à ma liberté. Alors, ça paraît cette préoccupation de la liberté parfois, marginalement, dans certaines cultures occidentales pré-modernes, mais la question de la liberté est une question qui, pas pour rien, quelqu'un comme Milei en Argentine, vous voyez, il finit tout ce discours en disant Viva la libertad, carajo. Non, vive la liberté, je sais pas, comme un insulte, comme ça, comme disant, non, comme d'affirmer sa masculinité, il est libre, il est dominant, il a la scie électrique, n'est-ce pas? Et alors, c'est très drôle parce que finalement, on se demande, mais est-ce qu'on a un intérêt quelconque à disputer la liberté
aux libertariens, non, parce que dire libertaire, ça me fait du mal à la bouche, non, mais aux libertariens, Milei. Eh bien, c'est pas sûr. Vous voyez, c'est pas sûr qu'on ait envie de dire à Milei, nous, on est plus libre que toi. Parce que finalement, si nous, on voit un tout petit peu l'origine de cette préoccupation pour la liberté, bah, c'est la préoccupation de la construction des dispositifs anthropocentriques, humanistes, dans lesquels je me libère de toute contrainte. Vous voyez, c'est-à-dire je me libère de toute contrainte. Qu'est-ce que les grands Kant utilisent pour se moquer de Platon avec la fameuse Colombe qui pensait qu'il volerait mieux s'il n'avait pas la résistance de l'air. C'est-à-dire, c'est ce que Kant se moque de la raison pure en disant, ah oui, oui, la colombe analyse et dit, ah, si je n'avais pas la résistance de l'air, je volerais mieux. C'est comme une pizza par terre. Et alors, donc, Kant se moque de ça, parce qu'il se moque même de cet idéal. C'est ça, puis la tension kantienne, non? Et alors, nous, la question de la liberté, bien la question de la liberté, si nous on l'analyse d'une façon un peu moins chaude, moins affective, on se rend compte que à chaque fois qu'on parle de liberté, on est en train de parler de domination. Hein? Ça, on l'a travaillé. Non? À chaque fois qu'on parle de liberté, on parle de domination. C'est-à-dire qu'on va dire est libre l'homme, la femme, qui domine ses pulsions, qui domine ses instincts. Ou par exemple, je suis libre de faire ce que je veux. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va confondre dans le sens de co-substantialité, hein, liberté et domination. Non? Et c'est pour ça que finalement, non, c'est-à-dire avec Ariel, un copain du collectif en Argentine, justement, on est en train de préparer un travail là-dessus pour faire un peu boom contre les Milei, en disant, eh ben, si Milei parle de liberté, et il a raison, parce qu'il est en train de nous dominer. Il est en train de dominer, il est en train de dominer tout, il est en train d'écraser. Vous comprenez? Bon. Alors, il y a cette question. Bon. Alors là, on revient à quelqu'un d'un peu, hein, un peu moins méchant que Milei, chose que c'est pas difficile d'être un peu moins méchant que Milei. Juste une chose, dans ces changements, dans les changements, non, quand on dit on va vers la maison, on est dans la maison de la technologie, une question qu'on reviendra après dans la théorie et la situation, mais que je dis maintenant parce que c'est un point central, la question qui se pose, c'est après ces changements, en traversant ces fleuves, l'image du fleuve, en traversant ces fleuves-là, est-ce que je serai les mêmes? Hein? Par exemple, à niveau individuel, hein, c'est-à-dire, il y a Pepita qui te laisse tomber. Alors, si toi tu étais très amoureux de Pepita, le problème c'est que tu es dans une angoisse totale parce que c'est une angoisse, non pas de mort, non, nous on est très critique de l'idée de que tout est angoisse de mort. Je pense que l'angoisse c'est l'angoisse de vie plutôt, l'angoisse des fleuves qu'il faut traverser dans la vie. Hein. Quand on meurt, justement, c'est, disons, le plus simple, non? Les problèmes, ce sont les angoisses des fleuves à traverser dans la vie. Mais quand Pépita t'abandonne, si toi, tu étais tout à fait amoureux de Pépita, toi, tu avais vraiment construit ce troisième être, non? Comme dirait Spinoza, non? Entre, il y a conformation d'une nouvelle singularité, d'un nouvel être, non? Et alors, le problème, c'est que l'angoisse que tu as, non, parce qu'il y a les amis qui te disent non, mais regarde, elle n'est pas si belle que ça. Ils veulent t'aider, tu vois, que tu lâches Pépita. Mais ton problème, c'est pas lâcher Pépita. Ce problème, c'est que tu risques de te lâcher toi. Parce que tu te dis, est-ce que sans Pépita, je serai moi? Et cette problématique de la mémété que je disais tout à l'heure, elle est très délicate. Elle est très délicate parce que effectivement, quels sont les liens organiques, les liens subtils qui permettent qu'une organicité existe. Et alors, les quelques mots là-dessus, après, on reviendra. Quand on parle des liens organiques, des liens qui garantissent cette mémété, justement, la complexité, c'est que nous ne sommes pas en train de parler
des liens entre les parties extensives, comme on dirait d'une façon spinoziste, non? Les parties extensives, c'est-à-dire les parties matérielles, pour dire comme ça, qui nous composent. Ce n'est pas les liens entre les parties extensives, comment s'articulent entre elles. C'est au contraire qui capture les parties extensives, cette dynamique qui les capture et qui les fait exister d'une façon ou d'une autre. Alors, ces liens-là, juste pour dire après revenir, nous les nommons des liens subtils dans le sens que ce sont des liens pas immédiatement visibles ou pas absolument représentables ou difficiles à représenter. Sont des liens que nous pouvons constater empiriquement. Hein? Alors, les deux exemples, c'est effectivement, tout le monde sait que s'il démonte une horloge, ses parents pourront remonter peut-être. Par contre, s'il démonte les chats, personne ne pourra les remonter. Alors, c'est une histoire de dire, mais pourquoi je ne peux pas remonter les chats? Pourquoi je ne peux pas remonter les chats? D'autres exemples sont vraiment ceux qui constituent, alors oui, la structure dynamique d'une culture, hein, la structure dynamique des liens entre les personnes dans une culture. Alors, un exemple tout bête, mais que c'est un exemple absolument radical. Vous savez, en Argentine, il y a un truc qui dit, pour dire que tu t'ennuies, que tu t'emmerdes, il dit, c'est plus ennuyant que danser avec ta sœur. Alors, effectivement, si tu es plus ou moins bien structuré psychologiquement, ta sœur peut être une bombe absolue, mais si tu danses avec ta sœur, tu t'emmerdes. Alors, pourquoi? Non? Alors, eh bien, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une structuration que, dans une certaine logique, on dirait épigénétique. C'est une structuration épigénétique, je veux dire là, par contexte. Hein, je veux dire par contexte. Il y a une structuration par contexte des liens subtils, donc des liens que tu ne peux pas toucher, mais qui structurent toute culture et tout lien social. Vous comprenez? Les fameux, les crus, les cuits, les pourris, non? Les trois catégories des bistrot par rapport à la bouffe. Non? Qu'est-ce qu'on bouffe pas? Comment on bouffe pas? N'est-ce pas? Tous ces liens subtils, qui ne sont pas des liens que nous pouvons toucher, parce que c'est une pure dynamique qui peut subir certaines modifications, mais au-delà d'une quantité X de modifications, disparaît. Or, bien entendu, cela va sans dire, dans l'utilitarisme algorithmique, etc., tout ça est éliminé. Parce que ces liens-là ne sont pas des liens structurés en information transmissible. Au contraire, sont les liens à partir duquel une information peut exister. C'est comme la différence entre penser qu'entre un neurone et l'autre passe de l'information qui structurait la chose. Et en fait, c'est la structure physico-chimique du neurone qui permet qu'il aussi passe de l'information. Alors, ces liens-là subtils sont les liens propres du vivant. Un autre exemple, c'est Toby, mon chien. Non, je donne cet exemple parce que comment agissent les animaux quand ils composent des rapports avec quelqu'un, n'est-ce pas, ces liens-là. Alors, il s'avère que mon chien, quand il voit, tu vois, dans la rue qu'il y a des déchets, tu vois, des os de poulet, un truc comme ça, il se jette, il les bouffe. Alors, tu dois éviter qu'il les bouffe parce que après il vomit, je sais pas quoi. Mais il devient fou. Pourquoi je dis cet exemple-là? Parce que ce n'est pas du dressage, justement, ce n'est pas du dressage. C'est un tropisme, il voit un os, il se jette, il veut le bouffer. Alors il arrive une copine, Diane, il lui met la main dans la bouche au kleps qui est en train de bouffer son os, non, tout son tropisme, vous imaginez, les chiens et l'os qui prend l'os qui l'appartient, qui va les cacher, et elle lui met la main dans la bouche et elle enlève l'os. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe danser avec ma soeur. Il se passe qu'il y a un lien subtil là, de cette composition entre Diana et les chiens, qui fait que les chiens ne peuvent pas mordre. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas mordre. On peut les penser même un tout petit peu d'une façon un peu peut-être rapide, mais on peut les penser comme la différence que fait Leibniz entre possible et compossible, vous voyez? C'est-à-dire, les possibles sont des possibles,
Et les compossibles, c'est un sous-ensemble de ce qui, parmi ce qui est possible, est réalisable, pour dire comme ça. Eh bien, à ce moment-là, les chiens non dressés, parce que personne ne dresse pour ça, d'ailleurs mon chien ne dresse pour rien, malheureusement, et alors, il est dans un lien avec Diana, il est dans un lien avec Diana, qui fait qu'il ne peut pas transgresser ces liens-là. Parce que s'il transgresse ces liens-là, il y a une destruction de ces liens subtils qui fait que peut-être il n'est plus le même. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une rupture. C'est pareil. Si toi tu dis, ah, ma sœur est une bombe, je danse avec elle, je profite, ah, ben, d'accord, ok. Mais il y a quelque chose qui est cassé de cette structure-là dans laquelle, effectivement, ben, tu n'es pas le même. Tu vois, c'est-à-dire les jours où tu as opéré une rupture de ces liens-là, il y a quelque chose qui n'est pas le même. Et culturellement, mais même individuellement, effectivement, ces liens subtils qu'on peut empiriquement les constater, n'est-ce pas? Qui ne sont pas tous représentables. On peut, oui, les connaître, etc. Mais à partir d'un certain moment, effectivement, il y a quelque chose qui, on n'est plus le même. C'est-à-dire, cette mémété disparaît. Bien. Alors, effectivement, tout changement doit tenir en compte de ça. Alors, chaque point de vue, on peut dire, chaque point de vue va déterminer pour les individus qui ont individué des liens subtils qui garantissent son existence. Hein? Chaque point de vue, chaque culture, pour dire d'une façon un peu plus grossière, chaque va à déterminer. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas moi en tant qu'individu qui dit avec ma sœur, j'ai un rapport froid. C'est pas moi en tant qu'individu, vous comprenez? C'est moi produit par le point de vue matériel que si tout va bien, ces rapports-là, je ne vais pas l'avoir avec ma sœur, ou les chiens ne vont pas avoir, vous comprenez? C'est-à-dire que, mais c'est le point de vue, parce que vous imaginez que dans une autre matérialité, dans un autre dispositif où les chiens ne composent pas avec les humains, ben, ils arrachent la main. Vous comprenez? C'est-à-dire que même dans cette animalité, c'est-à-dire tous ces liens-là organiques dépendent exactement de la production matérielle de mais comment on fait. Et comment on fait? Comment elle fait Toby, comment elle fait l'autre. Alors, ces points de vue-là, nous, on avait parlé de Galilée, non? Parce que on disait que la révolution galiléenne est la révolution dans laquelle il va apparaître une science expérimentale, mathématisée, la mathématique universelle, etc., qui est une science qui va se présenter comme vraie dans tous les mondes possibles. Hein, c'est-à-dire, pour Galilée, comme la connaissance est au prix d'abandonner les sensations, comme la connaissance est au prix d'abandonner les sensations, alors, effectivement, cette connaissance, elle est valable dans toute situation. Ouais. Alors, Galilée, il va faire deux choses. Est-ce que quelqu'un incliné un truc pour effacer? C'est bon. Alors, Galilée, nous, on insiste avec Galilée, on revient, on revient. Aujourd'hui, on va faire un pas en avant. Je pense que peut-être c'est la dernière fois qu'on aura besoin de Galilée. Si on avait. Galilée va dire la connaissance se sépare des sujets connaissants. Hein, la connaissance se sépare des sujets connaissants.
Par là, apparemment, émerge une connaissance universelle. Non, c'est pas apparemment. Émerge une connaissance universelle qui est la connaissance scientifique. Mais on a pensé que peut-être ça serait bien un tout petit peu de voir comment c'est un peu compliqué, comment on arrive à cette connaissance universelle de Galilée. Parce que c'est vrai que Galilée va dire ce que je connais comme ça, s'il est vrai, il est vrai dans toute situation. Hein, c'est-à-dire, c'est même l'universalité de la connaissance va devenir, après la science galiléenne, une condition de la connaissance. C'est-à-dire que si ce que je connais est vrai pour toute situation, mais le fait que soit vrai pour toute situation devient une condition de la connaissance. C'est-à-dire, s'il est vrai là, mais n'est pas vrai ici, ah, ça ne marche pas. Mais c'est compliqué, parce que vous connaissez, de toute façon, comme il y a beaucoup de gens, c'est pour, vous connaissez la relativité de Galilée, comme il y a des gens qui suivent par Zoom, plus d'autres qui suivent par YouTube, je vais expliquer un tout petit peu la relativité de Galilée pour voir comment c'est un tout petit peu compliqué d'approcher les tableaux. Alors, Galilée, il va trouver quelque chose. C'est que Galilée, c'est le scientifique qui a trouvé la relativité, hein, c'est-à-dire une certaine relativité que la relativité de Galilée. En quoi consiste la relativité de Galilée? Alors, Galilée va dire, mettons qu'ici, il y a la côte. Et ici, bon, ça c'est un fleuve, on va mettre un fleuve pour être galiléen, puisque lui, il est un fleuve. Alors, ici, il y a la côte, ici, il y a un bateau. Alors, casse les pièces. Alors, il va dire, merci, merci. Il va dire, imaginons que dans ce bateau, il y a un mât qui est, tiens, on va prendre, puisqu'on a plusieurs couleurs, on va faire une montre des richesses. Il y a un mât qui mesure, mettons, 3 mètres. 3 mètres. Hein? Bon. C'est un optimisme. Pardon? Oui, c'est ça. C'est pas grand. Un optimiste, le petit bateau. C'est un petit bateau. Non, mais il n'avait pas les moyens. Même qu'à la tour des pistes, il n'a jamais monté non plus. Parce que s'il avait monté, il aurait vu que non, ça ne tombe pas au même moment. Et alors, donc, il dit, et ici, il y a un mât, je sais pas, un mât, c'est pas un mât, il y a un bâton, quoi, mettons, non, qui mesure 3 mètres. 3 mètres. Bon, des hauts du mât, là, il va falloir répéter la même couleur, voilà. De haut du mât, je balance une pierre qui parcourt ces 3 mètres, non? Et de haut de ce mât-là, je lance une pierre qui me parcourt ces 3 mètres-là. Alors, les deux pierres tombent avec, ils parcourent la distance de une égale distance de en 2. Hein? C'est-à-dire que le temps de temps 1 égale temps 2. Oui, les distances sont les mêmes et les temps sont les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est une parabole en fait. Bien sûr. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que les bateaux bougent. Ah, merde. Alors, les bateaux bougent. Alors, quand le mec lance la pierre, non? La pierre, le bateau, le bateau va se déplacer temps 1. D'accord? Temps 1, c'est le temps que tombe la pierre. OK? Le bateau se déplace pendant le temps 1. Mais simplement, pendant le temps 1, cette pierre-là, elle n'a pas fait ce parcours-là.
cette pierre-là, il a fait ce parcours-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un problème, va dire Galilée, parce que là, il y a distance 1, temps 1. Et ici, il y a distance 2, temps 1. Ah, ben c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Galilée? Galilée va dire quelque chose de très important. Il va dire, non, ça n'existe pas en temps zéro, parce que vous comprenez, c'est-à-dire que ces parcours-là, la pierre l'aurait parcouru dans un temps zéro. Oui, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y ait une distance x parcourue dans un temps zéro, ça n'existe pas. Et alors, on va dire la fameuse phrase, il n'y a pas de référent universel. Ça veut dire que pour ces bateaux-là, pour ces mâts-là, on est dans les référents 2. Et pour ces mâts-là, on est dans les référents 1. Vous comprenez? Alors, ce qu'il va trouver Galilée, c'est qu'effectivement, et c'est ça la relativité de Galilée, il va dire, au fait, il n'y a pas de référent universel. Chaque dispositif va avoir son propre référent. Il n'y a aucun référent ailleurs pour lesquels ce soit les vrais référents par rapport auxquels je dois mesurer ma situation. Alors on se dit, c'est parfait. Alors donc Galilée, il va dans une théorie de la situation, de la multiplicité. Ah, mais il y a un problème. Que Galilée va dire, il n'y a pas de référent universel. Mais pour tout référent, les règles sont les mêmes. Et alors, c'est où il y a le passage vers un universel qu'on dirait scientiste? Eh bien, parce que cette puissance technologique qui va naître à partir des savoirs, de la mathématisation, de la mesure, Galilée va dire il y a des sciences que du mesurable. Eh bien, ce savoir-là, qui est donc au-delà, quand il dit il n'y a pas de référent universel, alors il faut bien comprendre que à la fois, le corps n'a rien à voir avec ça. Hein, c'est-à-dire, ce sont des référents des situations. Quand vous pensez ça, c'est drôle parce que quand les étudiants au lycée, comme ça, ils étudient ça, et ils prennent conscience, par exemple, que nous, le temps qu'on fait un pas, on a fait des milliers de kilomètres de déplacement de la Terre, par exemple, n'est-ce pas? C'est-à-dire que notre distance 2, notre 2,2 est immense, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est en permanence par rapport à notre référentiel en train de parcourir des distances immenses. Sauf que celui qui parcourt des distances immenses, c'est les bateaux, vous comprenez? Mais dans les bateaux, hein, bon, vous savez, à partir de là, effectivement, il y a la question des c, hein, la vitesse de la lumière, parce que c'est, effectivement, il est apparemment jusqu'à aujourd'hui un absolu. Hein, c'est-à-dire que rien ne va plus rapide que c. Vous savez, c'est le fameux exemple. Si j'ai le bateau qui bouge à 10 km/h et j'émets un faisceau de lumière du bateau, ben, le faisceau de lumière ne va pas aller à c plus 10 km/h. Il va aller toujours à c. Bon, ça, c'est l'autre relativité. Heureusement, ça ne nous regarde pas aujourd'hui pour avoir la question de la situation. Mais là où il y a les tours de passe-passe coloniales, n'est-ce pas? Qui fait que dans les mouvements décolonial, on conteste la science occidentale, etc. On dit, finalement, Galilée, quand il dit qu'il n'y a pas de référentiel universel, on dit, bah, quel est le problème? Le problème, c'est l'extension scientifique et culturelle coloniale qui va prendre l'idée de la mesure. Parce que finalement, ce n'est pas que Galilée va ignorer, au contraire, c'est lui qui va dire qu'il n'y a pas de référentiel universel. Mais par contre, il y a des connaissables qui, hors sol, est du mesurable. Vous comprenez? C'est-à-dire que les pas scientistes coloniales, c'est quand tout à coup on va dire il y a des connaissances qui est du mesurable. Vous voyez? C'est-à-dire que malgré
que Galilée va fixer la relativité sans un référentiel universel, donc non transsituationnel, eh bien, la force de que quand même les règles sont les mêmes dans chaque référentiel, culturellement, il va être traduit comme il y a une vérité, la vérité mesurable, et tous les autres savoirs trop liés au corps, trop liés au territoire, trop liés à la tradition, eh ben, eux seront déclarés comme non nobles. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un passage rendu possible par la science galiléenne et sa succession, qui est effectivement d'une part la déterritorialisation du savoir, hein, et quand on le voit d'un point de vue plus froid, finalement, ce qui fait Galilée, c'est ce que tous les gens font en laboratoire, c'est-à-dire on enlève des variables pour pouvoir étudier quelque chose. Hein, c'est-à-dire c'est un réductionnisme opérationnel, on peut dire. Mais là, c'est pas dans la colonisation occidentale, c'est pas du tout un réductionnisme opérationnel. Non, on va effectivement imposer cet homme causa sui, cet homme libre de quoi? Libre de toute détermination, de tout corps. Et on va considérer donc que le savoir, eh bien, doit être un savoir qui tourne le dos, qui oublie toute territorialisation, toute corporéité situationnelle. C'est compréhensible? Alors, nous, dans d'autres séminaires, on disait, on mettait l'exemple de la perspective. Que chaque point de vue, on avait une perspective différente d'un phénomène. Hein. Et on disait que, on mettait l'exemple que dans une certaine perspective, on voyait quelque chose que mesurait différemment par rapport, c'était un exemple un peu réductionniste, un peu simpliste, mais bon, pour expliquer l'effet de que les modes d'existence des choses et des objets dépendent de la situation, dépendent de la territorialisation, dépendent du dispositif. Ouais. Or, la colonisation sera celle-ci. La colonisation occidentale, c'est celle qui, en prétendant que les savoirs galiléens étaient un savoir qui était né d'une pure idée déterritorialisée sans corps, n'est-ce pas? Eh bien, que ce dispositif d'un savoir supérieur sans corps, il venait d'une situation universelle. Hein? Alors, c'est quoi la situation universelle? La situation universelle, ça serait un point de vue universel, ça serait un point de vue de nulle part. Vous comprenez? C'est-à-dire que les seuls points de vue universels, c'est-à-dire, c'est pour ça la question du référent, hein, des référentiels. Et un référentiel universel, là, par rapport à ce que je vous explique de la relativité de Galilée, un référentiel universel, il serait où? Il serait sur la côte du fleuve, il serait dans les bateaux, il serait dans un avion, vous voyez? Eh bien, effectivement, les points de vue universels, qui est les points de vue que l'Occident va, au nom de la science, de la raison, va imposer au monde entier, eh bien, cette globalité qu'on continue à vouloir affronter, on continue à vouloir penser en termes de la globalité, etc., eh bien, cette globalité, eh bien, n'existe nulle part. C'est pour ça que je fais cette parenthèse galiléenne. C'est-à-dire que c'est que, paradoxalement, Galilée, c'est lui qui va, au nom duquel on va légitimer un savoir sans corps, eh bien, c'est les mêmes Galilée qui nous permettent de dire, mais attention, les points de vue universels a une caractéristique très particulière, n'existe pas. Il n'y a pas de point de vue universel. Et ce qu'on va opposer à ça, dans la crise actuelle de l'universalisme, on va opposer les points de vue du sujet, de l'individu, n'est-ce pas? Alors donc, si on veut un tout petit peu transposer ça, mais ce n'est pas non plus un forçage, si on veut transposer ça à la situation actuelle, on peut dire qu'effectivement, notre monde, qui d'après, comme on disait ça,
Elle a perdu les grands récits idéologiques, enfin, elle a perdu les points de vue universels. Il se dispute entre deux possibles, apparemment. D'un côté, un remake d'un universel quelconque. Alors c'est un marxisme réchauffé, Badiou, d'autres qui continuent à penser en termes hegeliano-marxistes dès qu'il y a un sens, qu'il y a un universel, qu'il faut s'occuper de cet universel. Là, ou bien l'individualisme, mais d'un nouveau individu. Parce que c'est l'individu devenu profil, hein, l'individu de la postmodernité, l'individu qui n'est plus causa sui non plus, c'est parce que c'est l'individu, vous savez, l'individu de l'époque cybernétique n'a rien à voir avec Héloïse, n'est-ce pas, Abélard, n'a rien à voir avec l'individu que Rousseau va dire avec un jardin antérieur, vous voyez, dans lequel... Non, l'individu actuel, cet individu pour lequel se pose la question de la post-vérité, c'est l'individu justement pour lequel il n'y a aucune vérité et tout ce qu'il y a, c'est son point de vue. Hein? Et une fois encore, c'est pour ça que je disais avant, bah, personne a un point de vue. On est fondé sur un point de vue. Or, les tours de passe-passe idéologiques fait que ceux qui pensent aujourd'hui en termes d'universel sont soit quelques vieux marxistes classiques, soit les fanatiques religieux, que pour eux, il y a un sens, hein, c'est-à-dire sont des grands récits. Et vous voyez comment s'enthousiasme quand vous parlez, alors pas avec des islamistes, quand vous parlez des jeunes, avec des jeunes musulmans qui vous expliquent leur critique de l'Occident, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de la décadence. Ils parlent de la décadence de l'Occident. Ils parlent de l'artefactualisation de la vie. Ils parlent de la dégradation, n'est-ce pas? Et ils parlent depuis où de ça? Ils parlent depuis une terre ferme pour eux, qui est la terre ferme de il y a des lois universelles. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vont dire il y a des lois universelles. Il y a des lois universelles, il y a ceux qui ignorent ces lois universelles. Mais il y a des lois universelles. Et de l'autre côté, il y a les petits individus occidentalisés qui disent chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité, n'est-ce pas? Finalement, si à moi ça me plaît, à moi ça me plaît, à toi ça te plaît pas, ça te plaît pas, n'est-ce pas? Et qui, effectivement, lui est le triste, petit et dangereux héritier de l'homme d'Abélard et Loïs, causa sui. Parce qu'Abélard et Loïs, c'est causa sui, c'est eux qui décident avec qui ils vont se marier. Vous comprenez? Ni plus ni moins. Ils inventent l'amour parce qu'eux, ils décident que c'est ça être causa sui. Vous comprenez? Causa sui, ça signifie non pas que les gens n'avaient pas de coups de foudre, on ne s'excitait, on n'était pas amoureux de quelqu'un. Mais je décide, moi, avec qui je vais me lier, en cassant les mariages par lignage, ben, ça veut dire causa sui. Vous comprenez? Entre l'homme causa sui d'Abélard et Loïs, qui, comme dirait Novalis, on contient le monde, on contient l'univers en soi, n'est-ce pas? Entre cet homme-là et l'individu postmoderne absolument devenu un profil insubstantiel, comme ça, fin comme un papier de cigarette, n'est-ce pas? Eh bien, qui va dire c'est moi qui décide le point de vue, chacun son point de vue. Et en plus, c'est très très bien vu, hein, c'est-à-dire de dire non, chacun, tu dois avoir un point de vue, je dois avoir un point de vue, n'est-ce pas? Et finalement, on dit bon, mais un point de vue. Et alors, vous voyez, si on est un peu mal réveillé, on pourrait dire attends, on énonce tel principe scientifique, on dit, mais par rapport à quelle température bout l'eau? Est-ce que chacun voit? Non, mais la tienne. La Terre, elle est plate, la Terre n'est pas plate, il y a de la bonne énergie que tu m'envoies. Vous voyez, c'est-à-dire que la vérité, c'est que même quelques bases comme ça, rationnelles de l'homme, de la modernité, qui va dire non, mais ça, c'est comme ça, même ça ne tient pas. C'est-à-dire, chacun croit ce qu'il veut, et vraiment, aujourd'hui, on voit bien comme sens commun, un sens commun qui façonne nos contemporains, mais comme sens commun, cette idée de que il y a une sorte de mélange magique, irrationnel, etc., qui ne se laisse pas attraper par les déterminations de la nature.
et qui coïncide parfaitement avec nos amis transhumanistes, qui, eux, ils parlent de liberté. Vous savez, c'est pas non plus un attaque. Je vous assure qu'il faut voir un peu qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit Milei. Milei, il dit, je rentre dans l'État comme un top pour détruire l'État, pour libérer les gens des chaînes de l'État. Vous voyez? Parce qu'il dit, c'est pas possible. Il y a celui qui travaille, il bouffe, et il y a celui qui ne travaille pas. On lui donne à bouffer. Non, il faut libérer. Il faut libérer et voir qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Et alors, il a un ministère qui ne ment pas. L'avantage de Milei, c'est que tout est dit. Un ministère de la dérégulation. Vous voyez? Alors, la dérégulation, c'est quoi? La dérégulation, pendant toute la modernité, était synonyme de liberté. Il faut déréguler. Vous voyez? C'est-à-dire déréguler, sortir des cycles telluriques, sortir des cycles des rythmes, des rites, sortir. Et on voit bien, il y a un autre point comme très intéressant de Milei, c'est la grossièreté du personnage. Pourquoi? Parce que justement, ces liens subtils, non, de ne pas danser avec sa sœur, je ne sais rien, non, si danser avec sa sœur, mais t'emmerder, quoi. Et ben, ces liens subtils sont les liens de la ritualisation des rapports entre les personnes. Vous comprenez? Et alors donc, tout à coup, si vous avez un président qui insulte, qui dit des gros mots, qui a les journalistes devant eux, devant lui, et il dit des choses que j'aurais même honte de dire là maintenant, c'est-à-dire ben, vraiment des trucs, vous imaginez d'insultes anales pour dire tout ça aux journalistes, n'est-ce pas? Et vous dites, attends, jusque-là, les mecs, ils faisaient au moins semblant, n'est-ce pas? Je me souviens, une fois ici, Sarkozy qui avait traité des cons un mec, non, Sarkozy était en train de détruire, grosso modo, la moitié des implantations industrielles, des localités, mais il avait dit con, un mec dans le salon de l'agriculture. Alors, mais, vous voyez, les Milei, là, voilà, Milei, c'est, comme dirait l'autre, le nom de cette liberté devenue une sorte de réalité cauchemardesque dans laquelle, pourquoi je vais m'emmerder, moi, à respecter les liens rituels. Ouais. Et par là, effectivement, nous, on ne peut leur répondre qu'avec Spinoza, en disant que les hommes se sentent libres pour la seule raison qu'ils ignorent leurs chaînes. Non, c'est ce qu'on peut dire à Milei, il s'en fout. Hein. Et bon, on va le dire quand même. C'est-à-dire que les hommes se sentent libres de ce fait qu'ils ignorent leur chaîne. Et c'est ça la grande trouvaille de notre époque. C'est ça l'idée adéquate, capable de produire une certaine joie et une puissance d'agir. Ne plus se fâcher avec ce que Spinoza va nommer comme des chaînes, mais qui sont plutôt des liens constitutifs de l'organicité. Vous comprenez? C'est là où on trouve la situation. C'est là où on trouve la situation, on va avancer là-dessus, mais bon, je me présente de ce côté-là. C'est là où on trouve les situationnels. Pourquoi la situation? La situation parce que ce n'est pas le tout, vous comprenez? Ce n'est ni un tout quelconque, englobant, ni l'individu isolé dans une pure dispersion. Hein? C'est une mesure. Je présentais ça dans d'autres séminaires, je dis, on présente la situation comme ce qui serait la bonne mesure pour penser et agir dans la complexité. Hein? C'est-à-dire la bonne mesure. C'est ça où on avance, hein, en disant, ah, effectivement, l'universel, le point de vue de nulle part, non. L'individu désubstantialisé, capricieux et qui prétend, lui, produire son identité tout seul, non. Et alors on dit, mais alors quoi? Eh ben, notre pari, notre hypothèse, mais vraiment notre pari, est que ce qu'on va développer, hein, on va là lire une auto-définition de la situation, mais on va avancer la définition de la situation, c'est qu'il existe une unité organique, celle qui est constituée par ces liens, qui est constituée par l'histoire, qui est constituée par la territorialisation, l'ancrage, n'est-ce pas? Que nous on nomme situation comme un multiple parmi les multiples.
Vous comprenez? Multiples parmi des multiples. Et c'est ça notre pari et c'est ça notre boulot. Hein, de dire, si nous devons comprendre une théorie de la situation, une éthique situationnelle, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi, par exemple, de vouloir une éthique situationnelle? Ça veut dire concrètement refuser une morale abstraite, universelle, parce que c'est ça qu'il y a Kant. Kant, il y a les deux. C'est-à-dire Kant, il critique qu'à la fois construire cette morale universelle, hein, qui est la morale depuis nulle part. Hein. Je conseille de lire la lettre de Kant, de Benjamin Constant à Kant. Vraiment, c'est un petit texte, c'est une merveille. Vous voyez, c'est dans lequel Kant, bon, je dis en deux mots parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est Benjamin Constant dit à Kant, vous conseillez une loi universelle morale. Bon, il ne faut jamais mentir. Alors imaginez-vous qu'il arrive un ami à vous, chez vous, il vous dit un criminel qui me suit pour me tuer. Alors vous les cachez, l'ami, et tac, tac, arrive le criminel et dit, est-ce que votre ami est là? Et alors, est-ce que vous mentez ou pas? Non? Et Kant répond que non, qu'il ne faut pas mentir. Et alors après, ça sort avec un sophisme, parce qu'il était gentil Kant. Non? Bon, peut-être c'est échappé par la fenêtre, mais il va dire, c'est un peu le raisonnement universel abstrait de Kant à ce moment-là, lui qui critique l'universel abstrait de Platon, hein, la sortie de Kant sera, c'est un péché plus grave contre la raison, non, de mentir que les risques de que l'ami se fasse prendre, vous comprenez? Alors, là, la morale universelle, que ce soit la morale de l'essence de l'histoire, de la raison, hein, ou de l'autre côté, effectivement, le nihilisme individualiste dans lequel je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas tout ce que m'est possible de faire. Je ne me souviens pas, peut-être que quelqu'un parmi vous se rappelle quel est le dialogue de Platon dans lequel Socrate demande est-ce que tu ne ferais pas le mal si tu étais sûr que personne que tu ne seras pas puni, hein, je ne me souviens pas quel est le dialogue, mais vous chercherez. Et c'est la problématique, non? Et l'individu postmoderne, il dit, non, je fais n'importe quoi. Si je suis seul, vous voyez, et c'est ça la solitude nihiliste de l'individu postmoderne, parce que c'est une solitude sans soi. Je suis sans moi. Vous comprenez? C'est un jeu vide, c'est un jeu vide. C'est un jeu parce qu'effectivement, comme dirait Artaud, je est un autre. Après, il y a d'autres qui ont répété, mais bon, retour à Artaud. Et alors, Artaud, il dit. C'est Rimbaud, le premier. Rimbaud, pardon. Non, Artaud. Ah non. C'est Rimbaud? C'est Rimbaud. Excuse-moi. Non, après, c'était répété par d'autres plus tard, mais Rimbaud, c'est Rimbaud, je est un autre. Excuse-moi. Alors, il dit, je est un autre. Je est un autre, c'est cette altérité de soi avec soi. N'est-ce pas? De dire, bien, effectivement, et je peux être seul au fond d'une grotte, d'accord, mais je suis seul, mais je est un autre. C'est-à-dire, il y a cette non-identité de soi avec soi, bon, tout le travail de Sartre dans l'être et le néant, hein, c'est-à-dire la non-identité de soi à soi. Bon. Alors, l'individu postmoderne, cet individu qui se croit, lui, absolument causa sui, mais sans aucune règle, parce que justement, c'est là où j'ai fait des petites parenthèses avec Hegel. Non? L'individu causa sui de la modernité, quand même, il a une certaine consonance avec l'histoire, avec des lois, vous comprenez? Des lois ontologiques. C'est-à-dire que l'individu causa sui de la modernité n'est pas l'électron libre absolument fou de la postmodernité. Il y a quand même un arrière-fond dans lequel, d'accord, l'homme est causa sui, l'individu est causa sui, il est imputable comme libre, qui commet des actes libres, mais il y a une concordance, une consonance plutôt, avec des lois sous-jacentes. L'individu de la postmodernité, rien. L'individu de la postmodernité, en plus, c'est un tout petit peu la minable image de la personne derrière son écran tout seul chez soi,
en train d'insulter, se masturber, faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des sortes de magma en forme comme ça de l'individu postmoderne qui est caché derrière son écran. Tout est possible. Hein, tout est possible. Et on a du mal à le limiter. Hein, on a du mal à le limiter parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi limiter. Bien. La situation, effectivement, c'est nous disons, il y a une autre unité qui est en dispute avec l'unité proposée par les transhumanistes. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a une autre unité. Vous voyez? Alors, la dispute qu'on a présentée à Bastien plusieurs fois, la dispute pour ce lieu qui est finalement le lieu anthropologiquement parlant, non religieusement parlant, mais le lieu du sacré. Hein? Le sacré est ce qui fonde. Hein? Eh bien, on peut dire que le sacré transhumaniste, c'est les cyborgs ou la machine ou l'algorithme. Il y a un autre sacré en dispute qui est le sacré d'une unité organique que nous allons présenter comme la situation. En sachant que la situation peut être, la situation a deux caractéristiques fondamentales. Une, la situation est ce qui nous ramène, nous convoque dans un présent. Dans un présent. Mais ce présent-là n'a rien à voir avec l'instantanéité de la machine. Ce présent-là, ça peut être un présent très étendu. Par exemple, une espèce peut être une situation, dans le cas peut être une partie d'une situation, mais qui dure, vous voyez. Ou, comme il dit Merleau-Ponty, mon corps est ma première situation. Hein? Et dans ce sens-là, les corps existent de la naissance à la mort. Vous voyez. Donc, la situation, c'est ce qui toujours se joue au présent, même si ce présent n'est pas à comprendre comme l'instantanéité. Hein? Alors, peut-être tu peux lire une première, je vous dis, c'est une première approximation qu'on va développer, déployer de la théorie de la situation. Et juste sur cette espèce de devenir paradoxal de la liberté au sens moderne, il y a Michel Freytag qui a écrit un livre en prenant une expression d'Hannah Arendt qui s'appelle L'abîme de la liberté, dans lequel cette dynamique-là est très bien décrite. Hein. Effectivement, et à la fin, il y a un peu ce slogan qui nous parle, qui dit à un moment, il faut libérer l'individu de la liberté. Voilà. Voilà. Oui, c'est très contre-intuitif, parce que vraiment, vous imaginez, c'est-à-dire, quand vous dites, voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un tout petit peu comme un coup, à la fois un coup, dans le sens un coup, c'est-à-dire proclamer quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que quand on dit, eh bien, écoute, Milei, garde-toi la liberté, non? On ne veut pas. On ne veut pas de la liberté. Nous, on veut autre chose. Nous, on veut la justice sociale. Nous, on veut protéger la vie contre la destruction. Nous, on veut. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident hein, parce que on l'aimait bien cette liberté. Hein? C'est-à-dire, elle avait une belle gueule la liberté. Du coup, la définition. Peut-être que je lis deux lignes qu'il faut commenter parce que sinon. Bien sûr, vas-y. Nous appelons situation une unité territorialisée dotée d'un certain principe organique où la relation entre les éléments qui la composent n'est pas définie comme une contiguïté mécanique, mais par une continuité dynamique. Là, il va falloir commenter. Je vais aller jusqu'au bout parce que jusqu'au bout en tout cas sur cette notion-là. En vertu de cette continuité, tous les éléments existent pour et par l'autre de la même manière que pour Emmanuel Kant au sein d'un être vivant. Toutes les parties n'existent que pour et par les autres et pour le tout, juste peut-être concernant le tout, mais ce tout n'existe pas, et ça, c'est également appliqué à la situation, mais ce tout n'existe pas à la manière d'un tout qui totalise la situation depuis l'extérieur, mais comme une résultante incluse dans chaque élément qui l'intègre. Bon. Là, il y avait, c'est introduit, déjà, il y a un truc qui est fastoche, parce que on le trouve chez Kant, non? Et dans tous les mémoires, dans tous les tests de biologie, ils mettent ça. À un moment donné, ils disent ça. L'organisme se définit comme ce dispositif dans lequel chaque partie est pour l'autre et par l'autre. C'est une façon de définir
quand l'organisme, dans le sens de ses liens organiques. Quand on définit un organisme comme un être organisé et s'organise en lui-même. Et s'organise en lui-même. C'est-à-dire qu'un organisme est un être organisé qui s'est auto-organise, non? Et cette organisation dépend, entre autres, on verra, on va continuer après, non? Avec d'autres points la prochaine fois, mais un point important, c'est qu'effectivement, cette auto-organisation, non, ne dépend donc, ne vient pas de l'extérieur, c'est pas une programmation, n'est-ce pas? C'est inscrite dans un processus d'auto-organisation. Hein? Alors, vous savez, en biologie, on dit les mutations regardent l'espèce, mais la mutation touche toujours l'individu. C'est un individu de l'espèce qui va muter, même si la mutation touche l'espèce. Mais c'est l'individu qui mute. Hein? Bon. Alors, bon, la première partie, c'est ça. La première partie, c'est Kant. Alors, c'est quand tu dis non, que la continuité entre les éléments n'est pas mécanique par contiguïté. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans un mécanisme, même les mécanismes plus sophistiqués, les fameux deep learning de l'ordinateur, eh bien, pour qu'ils rentrent en corrélation, bah, il y a une continuité par contiguïté, de laquelle, à un moment donné, va émerger une conclusion. Hein? Mais dès le début jusqu'à la fin, ce sont des parties qui, par contiguïté et interaction, constituent finalement un tout. Hein? Un tout qui les englobe, justement. Alors, la situation ne se définit pas par un périmètre, qu'il soit spatial ou chronologique, mais par l'intensité d'un événement qui la fonde ou l'unifie. C'est pourquoi il n'existe pas de sujet préalable à la situation. Alors, la deuxième partie, non? Définir, quand on dit, ah bon, d'accord, on va essayer de trouver une autre piste pour penser la complexité à partir d'une unité. On va essayer de penser. Alors, on dit la situation. Alors, la première tentation, c'est de définir la situation par un périmètre. N'est-ce pas? De dire, cette chambre-là, cette salle, les périmètres dans cette salle, il peut y avoir une situation. Et on va dire non, la situation, et ça là-dessus, c'est quand même un héritage spinoziste, hein, c'est-à-dire la situation ne se définit pas par le périmètre, elle se définit par un point d'intensité. Hein. Alors l'exemple que Deleuze prend quand il commente Spinoza, c'est l'exemple De la forêt. de la forêt. C'est l'exemple de la forêt. C'est-à-dire, une forêt ne se définit pas par un périmètre, elle se définit par une puissance antérieure à la forêt qui se développe, hein, et qui, à un moment donné, peut avoir un périmètre, mais le périmètre, c'est absolument un détail, parce que la forêt, la force et la puissance de la forêt va s'étendre, va pas s'étendre forcément, vous voyez, dans un périmètre. Il s'étend vers le haut, vers le bas, vous comprenez? Il va s'étendre par un développement de la biodiversité dedans, vous voyez? C'est-à-dire que, donc, une situation ne se définit pas par un périmètre. Hein? Et une situation, et là c'est une séparation avec la mouvance situationniste française, une situation, par excellence, ne se produit pas. Les situationnistes françaises, ils disaient, il faut produire des situations. Hein? On est là, il faut produire des situations. Et là, on dit non, la situation, comme point de vue, nous produit. On nous change. Enfin, on va voir. J'en prends juste. La situation ne se définit pas par un périmètre spatial ou chronologique, mais par l'intensité d'un événement qui la fonde ou l'unifie. C'est pourquoi il n'existait pas de sujet préalable à la situation. Ça fera peut-être revenir quand même. Il n'y a pas un sujet préalable, c'est pas un sujet, c'est là où j'ai laissé par rapport aux situationnistes français. C'est-à-dire, il n'y a pas un sujet qui décide. La situation, c'est dans laquelle nous commençons à exister dans cette situation. Hein.
C'est pour ça que la problématique, pourtant décoloniale, anti-binaire, de qu'est-ce que serait une identité que je n'ai pas choisie, est quand même compliquée. Est quand même compliquée. Non? Parce que si nous pouvons dire qu'il y a une version positive, disons, de ça. La version positive, c'est qu'on refuse l'étiquetage binaire d'une oui, nomination, un étiquetage concret qui dit tu es ça c'est ton identité. Et alors, on peut dire qu'il existe dans cette contestation décoloniale une évocation de la multiplicité d'identités, qu'aucune est l'identité. Vous voyez? Alors, ça, par exemple, on peut dire, vous voyez, quand on dit quelqu'un est catholique, blanc, homosexuel, palestinien, juif, n'est-ce pas? On dit, ces éléments-là, hein, l'identité sexuée, juif, palestinien, blanc, noir, argentin, français, sont des éléments qui participent comme autant de vecteurs à ta situation, mais aucune est ton identité. Parce que l'identité est cette résultante dynamique en permanente réformation, que alors, si on comprend la position décoloniale dans ce sens-là, on peut dire là, on est effectivement dans une position émancipatrice, dans une position absolument qui va dans les côtés, oui, les côtés décoloniaux. Si on comprend ça dans un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, dans le piège de l'individu qui choisit, alors là, c'est, comme on dit, aller de Guatemala à Guatepeor, non? Parce qu'effectivement, c'est-à-dire, du coup, c'est l'individu individualiste postmoderne qui décide. Alors, c'est là où il faut faire un tout petit peu attention. On reviendra là-dessus, c'est un sujet casse-gueule, effectivement, mais on reviendra là-dessus parce que, par exemple, la problématique de la autoperception, n'est-ce pas? Bah, si la problématique de l'autoperception est une problématique dans laquelle on est en train d'énoncer la multiplicité qui nous compose et notre perception de la résultante, non? Là, c'est une chose. Alors, je dis, non, attends, moi, par rapport à tous les éléments, les vecteurs qui me composent, la vérité, c'est que je perçois, non, comme résultante dynamique, jamais stable, non? De ça, je auto-perçoit telle chose comme résultante, vous comprenez? Et autre chose, ça serait la version transhumaniste, archi-individualiste, qui dirait, de façon performative, c'est ma nomination qui fait la chose. Alors là, on est au-delà de Lysenko, au-delà de tout, n'est-ce pas? Parce que c'est-à-dire, c'est ma phrase qui crée. Mais c'est un piège. Et moi, j'ai beaucoup vu des gens, disons, il y a beaucoup de gens de mauvaise foi, ceux qui critiquent le wokisme ou la théorie des genres, qui sont des droitiers merdiques, ou même des gens de gauche un peu merdiques, comme ça, qui critiquent. Mais il y a des gens de bonne foi, vraiment, qui ne comprennent pas, parce qu'ils sont confrontés à des gens qui, la autoperception, n'est-ce pas, la voient comme, justement, je décide de mon point de vue matériel. Donc, le truc tout à fait performatif, c'est archi tournant linguistique, vous imaginez, c'est-à-dire. Alors, effectivement, je crois que les gens qui ne comprennent pas de bonne foi la position décolonisatrice de la problématique de l'autoperception, effectivement, ils ne la comprennent pas parce qu'effectivement, si c'est l'individu comme individu postmoderne qui décide comme ça dans l'air, tu vois, c'est comme les trucs que je m'auto-perçois oiseau, on sort par la fenêtre et boum, tu vois, c'est-à-dire qu'il va y avoir une autoperception inadéquate. Ok. Par contre, si l'autoperception renvoie à la contestation de la modernité et du binarisme en disant je constate qu'il y a une série de vecteurs qui me constituent et ces vecteurs-là produisent en permanence et reproduisent en permanence une résultante.
Ah, là, effectivement, on est en train de parler d'autre chose dans lesquelles l'idée d'auto-perception renvoie à une connaissance de cette dynamique avec une résultante changeante. Vous voyez? Mais bon, effectivement, c'est... Donc, il n'y a pas de sujet préalable à la situation. Pour autant, pour qu'il y ait situation, il faut qu'il y ait participation des êtres vivants. Ouais. Il n'y a pas de surdétermination extérieure d'une situation. L'agir, c'est par l'agir qu'en discontinuité émerge une situation. Alors, peut-être on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus parce que là, il rentre toute une autre problématique un peu tard. C'est-à-dire, bon, là, ce que Bastien dit, c'est-à-dire, bon, d'abord, bon, donc, il n'y a pas un sujet préalable à la situation, le sujet il est produit par la situation, et même si notre corps est notre première situation, eh bien, il n'y a aucun sujet qui a formé, c'est ce que j'expliquais un peu, ok, très bien. Par contre, là, on dit quelque chose de particulier, mais que ça renvoie à celles qui connaissent nos travaux d'avant. C'est plus clair, et la immense majorité des notaires qui ne connaissent absolument pas nos travaux d'avant, c'est pas clair. C'est quand même que, eh bien, pour qu'il y ait situation, pour qu'il y ait un événement dans le sens physique, un événement, c'est quelque chose qui arrive dans le temps et dans l'espace. Dans un temps, dans un espace concret, quelque chose arrive. Qu'est-ce qui arrive? Arrive quelque chose qui modifie la chaîne des faits normés. Il y a une modification, une éruption qui change la chaîne des faits. Alors, et c'est ça le dernier point, mais pour le reprendre à peu près, effectivement, de notre point de vue, et là-dessus on est carrément conscient, on peut dire, hein, c'est pas si révolutionnaire que ça, il y a donc des événements que sous condition du vivant. Pourquoi? Eh bien, pourquoi je dis conscient? Eh bien, parce que le temps et l'espace, c'est le propre du vivant, vous comprenez? Il n'y a pas de temps et d'espace en dehors du vivant. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas une spatialité qui existerait dans laquelle les objets, les êtres sont là-dedans. Les temps et l'espace dépendent de la perception du vivant. Sans vivant, il n'y a pas de temps et d'espace. Bon. Alors, ça, on va revenir, mais c'est vrai que dans des travaux d'il y a longtemps, que c'est le premier bouquin qu'on avait fait ensemble, La singularité du vivant, et ben, nous, on mettait ça, on mettait c'est l'existence du vivant qui est condition pour toute temporalité et spatialité. Pourquoi? Parce que le vivant en tant que limité existe dans une durée, n'est-ce pas? Et en tant que aussi limité, c'est-à-dire c'est la durée et la dureté, on disait. La durée et la dureté. C'est-à-dire que les vivants choquent contre l'autre. Hein? Il y a un texte très beau d'Heidegger, moi je n'aime pas du tout le personnage d'Heidegger, mais il faut reconnaître quand même que c'est génial. Heidegger a un texte dans lequel il dit « La table n'est pas contre les murs ». C'est pas parce que la table était loin du mur. La table n'est pas contre les murs. Vous comprenez pourquoi? Parce que dans le monde de la matière inanimée, il n'y a ni contre, ni loin, ni... Vous comprenez? C'est-à-dire... Ni pierre qui roule. Hein? Ni pierre qui roule, des Rolling. C'est-à-dire, dans le monde de la matière inerte, il y a des continuités avec des densités diverses. Hein? Spinoza fait référence à cette densité diverse. Hein? Mais bon, disons, il y a dans le monde inerte des densités, des circulations, etc. Mais il n'y a pas de dureté, il y a pas on ne peut pas être contre ou pas contre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça renvoie à une des particularités du vivant qui est l'auto-affection de la chair. C'est-à-dire que les vivants est caractérisé dès l'amibe, les plantes, l'éléphant, nous, les vivants est caractérisé par le fait qu'il s'est auto-affecte. N'est-ce pas? Il n'est pas dans une continuité brownienne, non, des particules qui s'entrechoquent, hein? Il est dans un rapport d'auto-affection avec le monde, non? Mais bon, ça, on va continuer, mais effectivement, ça, c'est un point qu'on ne va pas développer ce soir.
Et je remercie beaucoup vous qui êtes venus parce que ça m'aide beaucoup, beaucoup qu'il y ait des humains devant. Je reste très, très archaïque. Donc, j'invite celles qui nous suivent par distance et qui peuvent venir à venir parce que ça change les choses, ça permet voilà, une autre dynamique. Mais sinon, pour tous, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez dans notre travail. Et le prochain séminaire, c'est le mercredi 5 février. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le mercredi 5 février. D'ici là, je vais vous raconter une anecdote incroyable, mais vraiment, qui est entre nous et les 1000 personnes qui nous suivent. Un secret. Le 3 février, je serai à Rome, invité par mon compatriote François, le pape, qui m'a invité à participer à une réunion dans laquelle je dois parler devant lui, et je ne sais pas ce qu'il va dire lui, hein, il m'a pas dit, d'éducation et algorithme. Alors, voilà, je dis ça parce que le mercredi 5, par exemple, vous verrez que je n'aurai pas besoin d'une chaise pour m'asseoir. Je vais l'éviter. Bon, voilà, merci beaucoup.